Tu ne comprends rien à la discipline et c'est normal. Dans cette vidéo, je vais te révéler le grand mensonge sur la discipline. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à travailler et surtout, je vais te donner une nouvelle méthode. Cette méthode, c'est celle qui m'a permis de passer de 1 à 3 vidéos par semaine, voire parfois 7, en plus de faire du coaching et d'avoir un travail à temps partiel. Mais d'abord, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que faisait David Goggins en ce moment même? Suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, il sera sûrement soit en train de courir, soit en train de lire et de relire des manuels de médecine, ou encore de sauter en parachute. Maintenant, voici une autre question pour toi. Penses-tu que David Goggins est heureux? Parce que voici ce que lui en dit. Am I happy? I don't know. Never really thought about it. Don't really care about it. Je te parle de David Goggins parce que je sais que c'est une inspiration pour beaucoup de gens. Seulement, il y a un problème avec David Goggins dont personne ne parle. Laisse-moi t'expliquer. Décembre 2022, la fin de l'année approche et cela fera bientôt 1 an que j'ai commencé le développement personnel. Sport tous les jours, méditation, douche froide, tu connais. Mais pourtant, je ne vois aucun résultat. Je suis toujours addict à la pornographie et aux réseaux sociaux. Je n'ai plus d'amis, je n'ai aucune vie sociale. J'ai quitté mes études, je n'ai aucun succès avec les filles. No, 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 no. Et surtout, je n'ai aucun argent ni travail. Et c'est à ce moment précis que je commence à lire un livre qui va radicalement changer ma vie. Ce livre, c'est Can't Hurt Me de David Goggins. Ce livre, l'un des meilleurs que j'ai lu tout genre confondu, réveille en moi quelque chose. Une volonté de se battre, de dépasser ses limites, de sortir de sa zone de confort. Bref, il réveille en moi un monstre. Le 1er janvier 2023, je me lève à 5h du matin et je pars courir 21 km, c'est-à-dire un semi-marathon. Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis en train de courir 21 km. Et puis la semaine d'après, je cours encore une fois 21 km. Et la semaine d'après, et la semaine d'après, jusqu'à ce que je passe en dessous de la barre des 2 heures. Mais rapidement, je réalise que le monstre a toujours faim, que ce n'est jamais assez. 21 km ne suffisant plus, je commence à courir des trails, puis un marathon. Et comme je l'explique dans ma vidéo sur l'hormèse, eh bien cette poursuite de la douleur m'a apporté quelque chose d'inattendu, le bonheur. Jusqu'à un certain point. Après mon marathon, je me suis posé une question. Pourquoi suis-je si discipliné lorsqu'il s'agit de courir et de prendre des douches froides, mais absolument pas lorsqu'il s'agit de travailler? Pourquoi est-ce que je suis capable de courir 4 heures le matin et de passer 4 heures sur YouTube l'après-midi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réveiller le monstre lorsqu'il s'agit de travailler? Et il m'a fallu des mois pour répondre à cette question, mais voici la réponse. David Goggins, malgré lui, a engendré un culte de la discipline. Il a mis dans la tête de millions de gens que la vie était souffrance et que le seul moyen de vivre une vie digne de ce nom, eh bien c'était de souffrir. Sauf que cette approche, eh bien elle n'est pas viable. Attends. Est-ce que je suis pas en train de me contredire? Je veux dire, c'est moi dans ma vidéo sur pourquoi souffrir rend heureux qui expliquait que la vie était souffrance et que la poursuite de plaisir instantané mènerait inéluctablement à une vie misérable. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est que tu n'es pas David Goggins et que moi non plus. En fait, très peu de gens peuvent prétendre vivre comme David Goggins. Parce que ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que David Goggins, il a une vie extrêmement difficile. Son père le battait, il a subi des agressions racistes et il est passé près de la mort de très nombreuses fois. Et donc c'est parfaitement normal que pour David Goggins, eh bien le but de la vie n'est absolument pas le bonheur et que la souffrance, eh bien c'est quelque chose de normal que l'on doit accepter. En fait, c'est même comme cela qu'il a toujours vécu. Mais le problème avec cette approche, c'est qu'elle n'est pas réaliste. En tout cas, pas pour ton travail. Clarifions les choses. Repousser ses limites et s'exposer à de la douleur quotidiennement, c'est une bonne chose. Mais tu as tort si tu penses que cette vision-là de la discipline va te rendre plus productif. Tu as tort si tu penses que le plus tu souffres, le plus tu vas être productif. Tu as probablement déjà essayé d'être discipliné dans ton travail, de réviser tard le soir même si tu n'en avais pas envie, ou de travailler tôt le matin. Et probablement que à chaque fois que c'était difficile, eh bien tu te disais que c'était normal, que c'était comme ça que devaient être les choses. Après tout, si on écoute les stoïciens, eh bien la discipline, c'est tout simplement le fait de faire les choses quand on n'en a pas envie. Sauf qu'il y a un léger problème avec cette définition. Comment on fait pour faire les choses lorsque justement on n'en a pas envie? Eh bien, il faut te forcer. Et c'est ce que j'appelle le paradoxe de la discipline. Pour être discipliné, tu dois te lever à 5 heures. Sauf que pour te lever à 5 heures, eh bien tu dois déjà être discipliné. Tu commences à comprendre pourquoi tu procrastines autant. Partout on te répète que la discipline
est la seule voie pour réussir, que la discipline amène à la liberté. Partout on te répète que si tu procrastines, eh bien c'est parce que tu n'es pas assez discipliné et que pour être discipliné, eh bien il faut te forcer. Et sans t'en rendre compte, ce culte de la discipline, il te fait vivre un enfer, car tu as un idéal mais aucun moyen de l'atteindre. Et donc à chaque fois que tu échoues, eh bien tu t'en veux. Tu es coincé dans un cycle de motivation, discipline, procrastination. Tu essaies d'être discipliné pendant 3 jours et puis à chaque fois tu reviens à la case départ. Tu avances avec un pied sur l'accélérateur et un pied sur la pédale de frein. Mais il y a une autre manière de faire. Et pour cela, tu dois changer ta vision de la discipline. Voici la vérité. La discipline est une émotion. Et contrairement à ce qu'ont pu dire certains, cette émotion, ce n'est pas la volonté de vivre, ce n'est pas non plus la résolution, ni la colère. Non, cette émotion, c'est l'amour. Et plus précisément, l'amour de soi. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu procrastines autant? Pourquoi est-ce que, malgré tous tes efforts, tu reviens toujours à la case départ? Voici la réponse. Tu vois la vie comme un marathon. Tu penses que la vie n'est qu'une longue série d'épreuves et de souffrances qui n'a de fin qu'avec la mort. Et donc, c'est pas étonnant, en voyant la vie comme cela, que tu abandonnes dès le départ. Sauf que cette vision de la vie, elle est fausse. Non pas que la vie soit rose, mais tu as tort en pensant que la vie est un marathon de souffrance. Imagine que tu participes à une course de relais. Tu es à ta position et tu attends que ton partenaire t'amène le relais. Au moment où il te le passe, tu pars à toute vitesse et peu importe la position de ton équipe, peu importe si vous êtes en retard ou en mauvaise posture, tu vas courir de toutes tes forces. Et bien cette course, mon ami, c'est la vie. Et si tu n'arrives pas à être productif, ce n'est pas parce que tu es un feignant. Ce n'est pas non plus parce que tu manques de volonté, de la bonne technique de productivité, ou encore parce que tu es addict aux jeux vidéo. Non, tu n'es pas discipliné parce que ta vision de ce qu'est la discipline est foncièrement mauvaise. Dans l'imagination créatrice, Henri Bergson explique que l'œil humain est incapable de percevoir le mouvement. En réalité, ce que tu prends pour un mouvement continu n'est qu'une succession rapide d'instantanés. C'est ce qu'il appelle la vision cinématographique. Lorsque tu regardes un film, tu ne regardes pas vraiment un film. En réalité, tu regardes une succession très rapide de photographies, 24 pour être plus précis. Et c'est à partir de cette succession rapide que ton cerveau va reconstituer le mouvement. Et donc, à partir de là, c'est normal si tu n'arrives pas à travailler, puisqu'en fait, tu vois la vie comme un film, comme quelque chose de long et de continu. Tu vois la vie comme une très longue série d'épreuves et de souffrances. Et avant toute action, ton cerveau procède à un calcul rapide, un calcul de si l'action en vaut les efforts. Et forcément, lorsque tu vois la vie comme quelque chose de très long et essentiellement composé de souffrance, eh bien forcément, ton cerveau va juger que ça ne vaut pas la peine de fournir des efforts. Je veux dire, si travailler pendant 5 minutes est aussi difficile, eh bien il ne tiendra jamais toute une vie. Alors il juge plus prudent d'arrêter dès maintenant pour t'économiser du temps et de l'énergie. Pourquoi travailler toute sa vie pour attendre la retraite à 64 ans lorsque tu peux jouer aux jeux vidéo dès maintenant? Et donc c'est comme cela que tu finis par procrastiner. C'est une réaction naturelle de ton cerveau qui juge qu'il vaut mieux une récompense certaine et rapide plutôt que de souffrir pendant un certain moment pour une récompense peut-être plus grande, mais aussi beaucoup plus incertaine. Et donc la solution, c'est d'arrêter de voir le film comme un film, mais plutôt comme une série d'instantanés, de photographies. Tu n'as pas besoin d'être discipliné toute ta vie. Tout ce dont tu as besoin, c'est de tenir la journée. Puisque le lendemain, une nouvelle version de toi se réveillera et prendra le relais. Ainsi, lorsque tu auras envie d'aller sur YouTube, Instagram, TikTok ou pire, eh bien tout ce que tu auras à faire, c'est de te répéter, pas aujourd'hui, peut-être demain. Tout simplement, tu procrastines la procrastination. Tu joues en équipe et tout ce que tu as à faire, c'est de jouer ta partie du mieux que tu peux. Mais il y a tout de même une chose à respecter pour que ton équipe gagne. C'est l'amour de ton prochain. J'entends l'amour pour ton futur toi. Ton futur toi dans 10 ans, dans 1 an, dans 1 jour, dans 1 heure. C'est ce que j'appelle être son plus grand fan et j'en parle dans ma vidéo sur l'introduction au stoïcisme. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu dois répéter des affirmations personnelles tous les matins devant ton miroir? Tu peux essayer, mais j'ai quelque chose de beaucoup plus efficace pour toi. En début d'année, Ali Abdaal a sorti un livre qui s'appelle Feel Good Productivity. Et ce livre va totalement à l'encontre de l'approche Goggins. Pour Ali Abdaal, le problème avec la discipline version Goggins, eh bien, c'est qu'elle se nourrit d'émotions négatives. A l'inverse, plusieurs travaux de recherche sur le lien entre émotion et productivité ont démontré qu'en réalité, les émotions positives
augmente la productivité. Mais ça, j'ai même pas besoin de te l'expliquer puisque tu l'as déjà expérimenté. Lorsque tu as bien dormi, lorsque tu es amoureux ou encore lorsque tu travailles sur quelque chose qui t'intéresse, eh bien tu débordes d'énergie, tu n'as pas de difficulté à travailler. Et si les conditions sont réunies, tu expérimenteras même peut-être ce que Mihaly Csikszentmihalyi appelle le flow. Le flow, c'est le moment d'absorption totale dans la tâche que tu es en train de faire. C'est ce moment magique où tu as l'impression de surfer sur la vie, où tout simplement tu ne produis aucun effort et tout va naturellement. Et donc dans son livre, Ali Abdaal donne plein de techniques pour améliorer sa productivité en stimulant, en cultivant les émotions positives. Dans son livre, il propose 54 techniques différentes. Mais voici les 3 qui m'ont le plus servi. La première technique, c'est le voyage, pas la destination. Quand j'ai commencé mon job de préparateur de commandes il y a 1 an, j'étais déprimé. Je travaillais de longues heures dans un entrepôt à préparer commande après commande. Et tout ce à quoi je pensais, c'était au temps qu'il me restait avant de pouvoir enfin rentrer chez moi. Mais sachant que j'allais encore rester là pendant très longtemps, j'ai rapidement pris conscience que cette approche n'était pas viable pour ma santé mentale. J'ai rapidement compris que regarder l'heure toutes les 5 minutes, eh bien ça rendait les choses plus difficiles qu'elles ne l'étaient. Alors j'ai commencé à chercher des moyens de rendre mon travail plus agréable, ou en tout cas moins douloureux. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'arrêter d'attendre la fin. Je me suis dit que j'allais peut-être mourir avant d'avoir quitté ce travail, et que ce serait vraiment dommage d'avoir vécu ma vie à attendre un moment qui ne sera jamais arrivé. Nous n'avons pas toujours la chance d'avoir un travail qui nous plaît. En fait, je dirais même que durant la majeure partie de ta vie, tu devras faire des choses qui ne te plairont pas forcément. Que cela soit avoir un travail alimentaire, ou faire les courses, faire le ménage, réviser pour un examen, ou encore changer les couches du bébé. Mais il y a toujours un moyen de rendre la tâche plus plaisante. Tu peux par exemple te dire que c'est une quête secondaire dans un jeu vidéo, ou alors tu peux essayer de battre un record personnel. Ou encore, tu peux sourire. C'est ce que j'ai fait avec mon travail de préparateur de commandes. Je me suis mis à sourire, à me dire que j'avais de la chance d'avoir un travail, des coéquipiers qui m'apprécient et un minimum d'autonomie financière. Régulièrement dans ma journée, je me suis mis à faire des pauses et à respirer profondément, à me rappeler que, il n'y a que l'instant présent qui existe et que si je n'apprécie pas ma vie maintenant, je ne l'apprécierai jamais. La deuxième technique, c'est pas sérieux, mais sincère. Est-ce qu'on t'a déjà raconté la fable du renard et du chat? Dans cette fable d'Ésope, le renard se vante auprès du chat d'avoir plus d'une centaine de façons différentes d'échapper à ses poursuivants. Il peut courir très vite, il peut se cacher, ou il peut tout simplement mordre. Le chat, lui, de son côté, il n'a qu'une seule façon de fuir, c'est de grimper à un arbre. Soudain, des chiens approchent à toute vitesse et le chat grimpe à l'arbre. Pendant ce temps, le renard, lui, il est paralysé. Il est paralysé parce qu'il réfléchit à toutes les façons possibles de fuir et il n'arrive pas à en choisir une. Il est frappé de ce qui s'appelle la paralysie d'analyse. Si tu es comme moi, il t'arrive très souvent de procrastiner parce qu'une tâche t'apparaît insurmontable. Tu prends ton travail très au sérieux, mais au final, tu en perds tes moyens. Tu exagères les conséquences en cas d'échec au point où juste l'idée de commencer te donne le vertige. La solution, c'est de réduire les enjeux. Et l'une des meilleures techniques pour cela, c'est celle du 10-10-10. Si tu as peur de l'échec, tu dois d'abord visualiser le pire. Puis demande-toi si cela aura de l'importance dans 10 minutes, dans 10 jours et dans 10 ans. Cet exercice te donnera le courage d'enfin passer à l'action. Mais il se peut qu'il y ait des situations où ton travail soit vraiment sérieux, qu'il y ait vraiment des enjeux très importants. Par exemple, lorsque tes résultats à ton prochain examen détermineront si oui ou non tu peux valider ton année. Dans ce cas, tu dois arrêter d'être sérieux et être sincère. Mais c'est quoi la différence? Être sérieux, c'est vouloir tout faire parfaitement, vouloir éviter toutes les erreurs possibles et imaginables. Être sincère, c'est admettre que l'on commettra inévitablement des erreurs et que c'est normal. Être sincère, c'est vouloir faire de son mieux avec ce que l'on a. Être sincère, c'est surtout être présent. Et je ne vais pas te mentir, après que ma chaîne ait triplé son nombre d'abonnés en seulement 2 semaines, je suis tombé dans ce piège d'être trop sérieux. Paradoxalement, j'ai eu énormément de mal à écrire cette vidéo. J'ai procrastiné longtemps parce que j'avais peur que si ma vidéo n'était pas aussi bien que celle sur l'hormèse, tout le monde partirait. Il ne fallait pas que je déçoive ma communauté, que je te déçoive. Et ce n'est que lorsque je me suis dit que j'allais juste faire de mon mieux, être sincère plutôt qu'être sérieux, que j'ai commencé à écrire au point où je ne pouvais plus m'arrêter. Je n'essayais plus de produire un travail parfait, mais un travail sincère et authentique. D'ailleurs, si mon travail te plaît, tu peux t'abonner
ou soutenir la chaîne en partageant cette vidéo. Et enfin, la troisième technique, c'est d'embrasser sa curiosité. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Shoshin? Dans la tradition zen, Shoshin fait référence à un état d'esprit qui consiste à approcher toute tâche avec l'ouverture d'esprit et la curiosité d'un débutant. Un débutant n'a pas d'idée préconçue, il n'a pas peur de l'échec parce que il sait que forcément il va échouer. Il sait que l'échec fait partie du processus et la plasticité de son cerveau est hyperactive car pour lui, tout est nouveau. Mais surtout, un débutant est curieux. Il sait qu'il ne sait pas grand-chose, alors il poursuit ses inclinations naturelles. L'intérêt que tu portes à ton travail joue une part considérable dans ta capacité à apprécier ce travail. Si tu as l'impression de déjà tout connaître, tu restes dans ta zone de confort et tu t'ennuies. C'est comme cela que beaucoup de gens finissent déprimés ou font des burn-out. Le métier qui autrefois les stimulait est devenu une tâche répétitive et prévisible. Les jours se succèdent et se ressemblent. Pire, lorsque tu es confronté à l'échec, ton manque d'ouverture d'esprit te pousse à commettre encore et toujours les mêmes erreurs. Et ce n'est qu'en adoptant l'humilité du débutant que tu retrouveras la curiosité et les plaisirs inhérents à ton travail. Et l'une des personnes qui incarne le mieux l'esprit Shoshin, eh bien c'est David Goggins. Tandis que la plupart des SEALs mènent une vie plutôt tranquille après leur carrière, David, lui, il a choisi de devenir un ranger. Sauf que lorsque tu rejoins les rangers, tout ton passé est effacé. Tu passes de SEALs à citoyen lambda. Et lorsque David Goggins est devenu enfin un rangers, eh bien il a décidé de devenir un médecin, de recommencer encore une fois à zéro. Et tu te souviens au début, lorsque je t'ai demandé si tu pensais que David Goggins était heureux? Eh bien moi je pense que oui. Parce que David a compris une chose essentielle, une chose que la plupart des gens qui le suivent n'ont jamais compris. Il a compris que si la vie était souffrance, alors la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de sourire au diable. You know, like they love that expression, the golden years. They love that expression. Tu as probablement déjà entendu cette citation de Viktor Frankl, le rescapé des camps de la mort. On peut tout prendre à un homme, à l'exception d'une seule chose, la dernière des libertés, celle de choisir l'attitude à adopter face aux circonstances données. Il arrive que la vie soit douloureuse et tu ne pourras pas faire toujours ce qui te plaît. Mais tu n'as pas besoin d'en rajouter en te considérant comme une victime, un Caïn qui ne mérite pas son sort. Épictète parlait de dichotomie du contrôle. Il y a une quantité très limitée de choses que tu peux changer pour une quantité presque illimité de choses sur lesquelles tu n'as pas d'influence. Mais ton attitude, elle fait partie des choses que tu peux contrôler. Tu peux soit t'écraser face au poids insurmontable de l'existence, ou tu peux soit accepter qu'il y a des choses hors de ta portée et essayer d'améliorer tout ce qui est dans ta zone de contrôle. L'homme discipliné n'est pas celui qui fait les choses sans émotion. Non, l'homme discipliné, c'est celui qui trouve toujours un moyen pour rendre son travail satisfaisant. L'homme discipliné, c'est celui qui décide de sourire lorsque tout le monde pleure. Arrête de jouer les cyniques. Si la vie est souffrance, c'est parce que le bonheur réside dans la limitation, dans la certitude qu'un jour, toute chose aura sa fin. Ce n'est que lorsque tu réaliseras que tes proches partiront bientôt que tu commenceras réellement à les aimer. Apprécie l'instant présent. Embrasse tes émotions et surtout souris. Tu ne sais pas ce que te réserve demain. Car comme disait Lord Chesterton, le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Cependant, je reconnais que lorsque ta vie est chaotique, il est difficile de trouver du plaisir dans son travail. Et même avec les techniques que je t'ai données, il te sera difficile d'être discipliné si à côté tu es addict aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, voire pire. Et si jusqu'à présent tu n'as jamais réussi à être discipliné par toi-même, si tu n'as jamais réussi à arrêter tes mauvaises habitudes, ou si tout simplement tu as l'impression que ta vie ne mène nulle part, eh bien je propose du coaching. Ce sont des appels d'1h30, même si la plupart du temps c'est 3 heures, lors desquels je t'accorde toute mon attention afin de façonner ensemble un plan d'action pour résoudre ton problème. Si ça t'intéresse, le lien est en description, et puis si tu n'as pas les moyens, je te laisse avec ma vidéo sur comment arrêter son addiction au téléphone. Et comme disait David Goggins, restez dur.